Alors, je vais essayer de faire une relation entre les théories et les expérimentations de la résilience et l'impact que ça va avoir sur l'éducation. La définition de la résilience, il ne peut pas y avoir plus simple et plus logique. Comment se remettre à vivre le moins mal possible, le mieux possible, après un traumatisme psychologique. Il ne peut pas y avoir de définition plus simple. En revanche, ce qui est plus difficile, c'est de découvrir scientifiquement, biologiquement, psychologiquement, socialement et culturellement quelles sont les conditions, les facteurs qui vont permettre la reprise d'un processus, d'un nouveau développement après un traumatisme. Alors ça, il faut une démarche scientifique et surtout, il faut associer des disciplines différentes pour répondre à cette question. Alors c'est ce que je vais essayer de faire pendant les 5 heures que vous m'avez accordées. Alors, je propose de faire le schéma suivant. Avant le traumatisme, l'événement qui nous traumatise, pendant l'événement, la structure du traumatisme, et après l'événement, qu'est-ce qu'on doit faire pour déclencher un processus de résilience. On va passer quelques minutes avant le traumatisme, c'est l'acquisition de facteurs de protection. Principalement 2 facteurs de protection, c'est-à-dire que chez le bébé préverbal, il faut que la niche sensorielle affective soit organisée autour du bébé pour qu'il puisse acquérir au moins 2 facteurs de protection. Pas résilience, protection. Premier facteur de protection, l'acquisition d'un sentiment d'attachement confiant. Cet attachement confiant s'imprègne biologiquement dans le bébé si la niche sensorielle est stable et structurée au moins jusqu'à l'apparition du langage, c'est-à-dire vers 18e, 20e mois, et que si cette acquisition d'un sentiment de confiance en soi commence pendant la grossesse. Parce qu'on sait que si les mères sont stressées pendant la grossesse, le bébé acquiert une vulnérabilité neurologique pendant la grossesse. Donc ça veut dire que si on peut sécuriser la mère, parce que le mari est gentil, parce que la famille est solide, parce que la culture est en paix, parce qu'il n'y a pas de précarité sociale, l'enfant, à ce moment-là, acquiert un facteur de stabilité affective et un sentiment de confiance s'imprègne biologiquement dans sa mémoire et on le voit maintenant en neuroimagerie, un enfant sécurisé circuite des neurones, des traces qui permettent de lui apprendre à réguler ses émotions. Et le deuxième facteur, c'est l'aptitude à mentaliser. C'est-à-dire qu'un bébé peut mentaliser avec des sourires, avec des gestes, avec des mimiques, et plus tard avec des dessins, avec des petits scénarios comportementaux. Et avant la parole, un enfant peut déjà mentaliser. Et s'il a acquis ces 2 facteurs de protection, quand un malheur de la vie lui arrivera parce qu'il n'y a pas de vie sans épreuve, il n'y a pas de vie sans douleur, il n'y a pas de vie sans souffrance, un enfant renforcé par ses interactions précoces, il va souffrir, mais il gardera dans sa mémoire le sentiment biologiquement tracé dans son cerveau. Je peux appeler au secours, je sais que quelqu'un va m'aider, je garde la confiance en moi, puisque je sais ce qu'il faut faire pour me faire aider. Deuxième facteur, deuxième chapitre, pendant le trauma, pendant l'agression. Les enfants qui ont acquis ces facteurs de protection vont souffrir en cas de malheur, mais ils gardent l'espoir au fond d'eux et ils vont mieux se défendre. Pendant l'agression, si l'agression est au loin, les enfants sont moins traumatisés que si l'agression est auprès. Malheureusement,
la plupart des agressions sont dans la famille ou près de la famille. Surtout maintenant en Occident, il n'y a presque plus d'orphelins, mais il y a beaucoup d'enfants en difficulté développementale parce que leurs parents sont malheureux, parce qu'il y a un conflit conjugal, parce qu'il y a une précarité sociale, parce qu'il y a une guerre, et les enfants se développent dans une niche sensorielle insécurisante, et ils n'acquièrent pas ces facteurs de protection. Alors, la plupart de ces facteurs, la plupart de ces agressions sont donc dans la famille ou près de la famille. Donc elles agressent beaucoup plus, parce que là, non seulement l'enfant est agressé, mais en plus il est agressé par celui dont il attendait la protection, c'est-à-dire qu'il est agressé et trahi. 2 agressions. Donc c'est une cascade d'agressions. Et là, la résilience sera plus difficile. Mais il faut tenir compte des facteurs de protection acquis avant le traumatisme. Si le lien avant l'événement traumatisant, si le lien a été bien tissé, l'enfant, l'adulte, l'adolescent va souffrir, mais il va se débattre, il va combattre, et il va savoir ce qu'il faut faire pour se remettre à vivre le moins mal possible. C'est la définition de la résilience. Si le lien n'a pas été tissé avant, n'a jamais été tissé avant, le cerveau est mal formé. Lorsqu'on a fait des scanners chez les petits-enfants roumains abandonnés pendant les premières années de la vie, ils avaient tous une atrophie des 2 lobes préfrontaux. Tous. Facile à voir, même au scanner de ville. Et le lobe préfrontal ne pouvait plus inhiber le socle neurologique de la frayeur, qui est une amande de neurones qui est à la base du cerveau. Ce qui veut dire que pour ces enfants, tout était une alerte, tout était une information, puisqu'ils ne pouvaient plus réguler neurologiquement l'alerte. On leur disait bonjour, ils avaient peur. On leur souriait, ils s'auto-agressaient, ils se tapaient la tête par terre, ils se mordaient. Parce que pour eux, tout était une agression, parce que la carence affective précoce avait détruit les 2 lobes préfrontaux. Alors là, la résilience est possible, mais elle sera plus difficile. Et si l'isolement affectif a été long et intense, la résilience sera très difficile. 3e possibilité, le traumatisme développemental. Quand le traumatisme est aigu, on est bien développé, on a un traumatisme aigu. Si après on est bien soutenu, la résilience sera facile. Si on a été isolé, tout va devenir un traumatisme pour nous, tout est une agression. Et si en plus on n'est pas soutenu après le traumatisme, la résilience sera très difficile. Et si le lien a été mal tissé, alors à ce moment-là, il faut que des professionnels de la petite enfance interviennent pour déclencher un processus de résilience. C'est possible, mais il faudra travailler. Alors que, par exemple, pour les orphelins bien développés dans leur famille, un malheur arrive, la guerre, les parents sont tués dans un accident de voiture, un malheur arrive, ils sont rapidement soutenus. La résilience, c'est du gâteau. On peut dire ça en espagnol ? La résilience, ils repartent tout de suite. La résilience est facile. S'il n'y a pas eu de lien, si le cerveau est abîmé et s'il n'y a pas de soutien, la résilience sera très difficile. 3e chapitre, après la résilience, encore une fois, après le traumatisme, encore une fois, 2 mots à retenir, soutien et sens. Il faut qu'il y ait un soutien affectif pré-verbal. Je suis là, tu parleras quand tu voudras, je suis là, tu peux compter sur moi, et un jour tu auras envie de parler, un jour tu auras envie de comprendre ce qui t'est arrivé, je suis à ta disposition. Si tu veux parler maintenant, je t'écoute. Si tu veux parler plus tard, on parlera plus tard. Mais il faut qu'il y ait une présence sécurisante. Or, tous les éducateurs ne sont pas sécurisants et tous les psychothérapeutes ne sont pas sécurisants. Et là, le psychothérapeute et l'éducateur sécurisant,
c'est un contrat qui se passe, une transaction qui se passe entre l'enfant et l'éducateur et le psychothérapeute. Un psychothérapeute peut très bien être sécurisant pour un enfant et insécurisant pour un autre enfant qui n'a pas besoin de ce style relationnel. Donc c'est une transaction entre l'enfant et le psychothérapeute ou l'éducateur. Et certaines transactions marchent bien et d'autres ne marchent pas. Alors, donc, cette nuance est importante parce que ça permet de comprendre que y a un travail à faire dans la durée, parfois très facile, parfois difficile. Et le dernier mot de la résilience après le traumatisme, c'est la contrainte à donner sens à ce qui nous est arrivé, c'est-à-dire comprendre ce qui nous est arrivé pour maîtriser l'agression. Si on est laissé seul, on va répéter, et on va renforcer la mémoire du traumatisme. Mais si on est soutenu et si on peut faire un travail de parole, on va remanier la représentation du malheur qui nous est arrivé, et là, on va travailler à déclencher un processus de résilience. C'est facile. Et là, non seulement souvent c'est facile, mais ça devient intéressant, parce qu'on comprend enfin et on fait quelque chose de sa blessure. Et la plupart des artistes, notamment les cinéastes, les écrivains, ont souvent été des enfants blessés qui ont transformé leurs blessures en œuvres d'art. Et si vous ne me croyez pas, allez dans les musées et imaginez qu'on arrive à supprimer le malheur de la condition humaine. Vous fermez tous les musées. Il n'y aura plus de cinéma, il n'y aura plus de romans, il n'y aura plus de pièces de théâtre. Mais alors, par bonheur, il y a des malheurs. Mais à condition, le malheur est inévitable, personne n'y échappe. Mais si on a acquis les facteurs de protection et si intentionnellement notre culture a proposé le soutien et le sens, on va pouvoir déclencher un processus de résilience. Mais ça veut dire donc que on est responsable de ce processus. Les pays d'Europe du Nord ont travaillé ce que je viens de vous proposer et ils ont fait des réformes politiques pour améliorer la condition des enfants au cours des premières années. Des congés parentaux très longs, 6 à 9 mois pour la mère, 3 ans à 5 ans pour les deux parents. Et ils retardent l'entrée à l'école. Et le résultat, c'est qu'à 15 ans, ils ont les meilleurs résultats aux évaluations scolaires de l'UNESCO. Parce qu'ils ont, en ralentissant les enfants, ils leur ont donné confiance en eux. Et les enfants, les petits Finlandais où j'étais, ils sont très mauvais dans les petites années. En 2 ans, ils ont rattrapé leur retard et ils deviennent médailles d'or aux évaluations PISA. Alors que les Coréens ou les Japonais, pour eux, l'école est une forme de maltraitance, tellement ils font travailler les enfants de manière violente. 2 écoles, l'école du jour, l'école de la nuit, dans des caves. Une autre, les enfants ne peuvent pas dormir. Ils obtiennent d'excellents résultats à un prix humain exorbitant, suicide, dépression, troubles du développement. Ils obtiennent de bons résultats scolaires, moins bons que les Finlandais, mais à un prix humain excellent, effrayant, alors que les Finlandais obtiennent de meilleurs résultats scolaires et ils ont diminué les suicides et les troubles psychiques de 50% en 10 ans. Donc on évalue, c'est scientifique, on peut faire une évaluation de cette évolution et politiquement, éducationnellement, on sait ce qu'il faut faire pour améliorer la protection des enfants. Et ça ne rend pas les parents malheureux. Quand les enfants vont bien, ça ne rend pas les parents malheureux. Alors, l'attachement qui permet de repérer les enfants et l'aptitude à la mentalisation, à la parole, au dessin, qui permet de repérer les enfants faciles à aider, l'attachement, ce n'est pas un os. L'attachement, c'est une relation affective. Ça veut dire que quand un enfant est maltraité, on a eu l'occasion, avec leur accord, d'observer des enfants maltraités chez eux. Ils sont évitants chez eux
Et certains sont sécures, confiants à l'école. Ce n'est pas la majorité, mais ça arrive. Et quand on observe des différences de comportement stupéfiants et qu'on parle avec ces enfants, ils nous expliquent, ils nous disent, mais l'école, c'est le seul endroit où on me parle gentiment. C'est le seul endroit où on m'apprend des choses intéressantes. Je suis heureuse d'aller à l'école, et pour illustrer ce que je vous propose, il y a une fille qu'on avait suivie chez elle. Elle était évitante parce que dans sa mémoire, elle attendait d'être maltraitée, et elle était maltraitée chez elle, donc elle attendait d'être maltraitée à l'école ou dans les familles d'accueil ou avec les éducateurs. Elle était toujours craintive, et à l'école, c'est pas la majorité, mais ça existe, elle était chef de classe. Ça existe en Espagne, c'était les enfants qui sont les leaders dans leur classe, tellement ils sont épanouis, ils sont gais, et elle était excellente élève. C'était pas du tout la même fille. Donc l'attachement, c'est pas un os, c'est plein d'espoir. Ça veut dire que quand on voit un enfant auto-agressé, qui s'auto-agresse, comme je l'ai vu en Roumanie ou comme je l'ai vu dès qu'un enfant est abandonné, ces enfants-là, on a du mal à les aider parce que si on leur parle gentiment, ils ont peur de nous, ils nous agressent ou ils s'agressent. Eh bien, si on rassure ces enfants, ils apprennent à nous aimer et hop, ils rattrapent leur retard en 1 an ou 2, très rapidement. Alors, on peut voir apparaître des résiliences immédiates et non durables. Par exemple, je travaille à Toulon, qui est un port de guerre en France, et je travaille beaucoup avec les médecins militaires. Et la France est en guerre actuellement. Il y a 10 000 soldats qui sont en guerre, qui font la guerre. Et les guerres modernes, toutes les guerres sont dégueulasses. On peut dire ça en espagnol ? Toutes les guerres sont dégueulasses. Et les guerres actuelles, les guerres asymétriques, sont encore plus dégueulasses. Parce que les soldats mettent les enfants en première ligne, et les soldats français, ils savent qu'il y a des explosifs autour de la taille, et les soldats français tuent les enfants. Et ils rentrent chez eux ravagés, désespérés, et il y a plus de morts par suicide. Après, quand ils rentrent chez eux, les soldats meurent plus par suicide qu'au cours du combat, parce qu'ils sont terrifiés par ce qu'ils ont fait. Terrifiés. Et là, il y a énormément de syndromes psychotraumatiques, avec suicide. Et là, ce qui se passe, c'est que ces soldats qui ont vu et fait des horreurs, tué des enfants, parce qu'ils savent que les enfants vont mourir. Ils ont des ceintures d'explosifs, ils vont mourir. Donc ils tirent sur les enfants, et les enfants meurent tout seuls, ou bien s'ils ne tirent pas dans les enfants meurent avec eux. Et parfois, les enfants n'ont pas d'explosifs autour de la taille, et les soldats ont tiré. C'est effrayant. Et ils rentrent avec des syndromes psychotraumatiques terribles, et se suicident beaucoup. On les entoure, on croit que la résilience est déclenchée. Et plus tard, 10 ans, 20 ans, arrive un événement dans leur vie qui rappelle ce qui est tracé dans leur mémoire. Et on voit réapparaître le syndrome psychotraumatique 10 ans, 20 ans plus tard. On croyait que le syndrome psychotraumatique était réglé, il avait été mis de côté, il avait été enfoui et il n'était pas réglé parce qu'il n'avait pas été élaboré par la parole et par l'affection. Les soldats n'avaient pas travaillé, n'avaient pas remanié la mémoire, n'avaient pas parlé, n'avaient pas écrit, n'avaient pas cherché à comprendre. On les avait sécurisés, on ne les avait pas aidés. La sécurisation avait été momentanée, et on voit réapparaître le syndrome psychotraumatique, et la phrase qu'ils disent presque toujours, c'est « j'en souffre comme si ça venait d'arriver ». C'est la phrase qu'ils répètent très souvent. Donc il y a avant, il faut préparer la protection, et on voit qu'il y a des facteurs de vulnérabilité acquis avant. Ceux qui ont été isolés, affectivement, j'en ai beaucoup parlé, quelle que soit la cause de l'isolement, mort de la mère, conflit conjugal, parce que même quand les parents sont en conflit entre eux, ils disent on n'a pas touché l'enfant. Eh bien c'est faux. Quand les parents
sont en conflit entre eux, c'est une agression pour l'enfant. Parce qu'ils voient, ils entendent leurs parents crier, casser la vaisselle ou se battre, et les enfants ont peur. Ils sont terrorisés, ils sont traumatisés, même s'ils ne sont pas battus physiquement, ils sont quand même traumatisés. Mais parfois, la vie est difficile, et on voit qu'il y a des populations vulnérables, c'est ceux qui ont été isolés. Les célibataires sont vulnérables. Le mariage est un facteur de protection. Alors, et pourtant, le mariage, c'est pas toujours le paradis. Il y a toujours parce qu'on a deux sexes différents, des valeurs différentes, des histoires différentes. Eh bien, les gens mariés ont une espérance de vie plus grande que les célibataires. Ils ont moins d'angoisse que les célibataires. Et quand il y a les malheurs de la vie, eh bien, ils ont un soutien affectif et ils s'en remettent mieux que les célibataires. Donc, si vous voulez aller bien, mariez-vous. Alors, et puis, il y a les expériences traumatiques avant qui n'ont pas été secourues, qui n'ont pas été aidées, comme les soldats français actuellement en Afghanistan ou au Mali. Ceux qui ont été aidés souffrent et ils deviennent résilients. Ceux qui n'ont pas été aidés souffrent 2 fois plus. Ils ont été vulnérabilisés par un accident et le fait qu'ils ont été abandonnés est inscrit dans leur mémoire et ceux-là souffrent encore plus. Alors, on voit qu'il y a des acquisitions très précoces de ces facteurs de protection et que nous, politiquement, psychologiquement, humainement, on est responsable, on peut disposer des facteurs de résilience, on a un facteur de liberté et ce facteur de liberté nous responsabilise. On peut augmenter les congés parentaux, on peut demander au couple de faire un effort au moins jusqu'à l'apparition du langage, c'est-à-dire à partir du 20e mois. Vous êtes malheureux ensemble, faites un effort jusqu'au 20e mois, le bébé en profitera. Et puis après, battez-vous, disputez-vous, allez divorcer, faites ce que vous pouvez, mais au moins pendant 20 mois, faites un effort. Le bébé sentira quand même quelque chose, mais il sera moins traumatisé. Alors, un enfant qui a acquis ces facteurs de protection acquiert les premiers l'accès au langage. Et là, maintenant, je quitte la biologie pour entrer. J'ai 20 mois, j'ai 30 mois. J'entre maintenant dans la langue maternelle. Et or, lorsque les enfants des 10 mois, 12 mois ont acquis l'attachement confiant et l'aptitude à la mentalisation, lorsqu'on les met expérimentalement dans une pièce, il y a un adulte qui a pour consigne de ne pas dire un mot et de ne pas sourire. L'enfant rentre dans la pièce, il voit cet adulte, il a un petit stress, il s'approche de l'adulte, il lui fait un babil, il lui fait un sourire, il tire sur la manche, il tire sur la robe, souvent, sur la jupe, et il transforme l'adulte en bonne mère en 30 secondes. Parce que l'enfant, ayant acquis la confiance en lui, interagit, et c'est lui qui rend l'adulte bonne mère. Parce que c'est difficile de résister à un enfant. Il est souriant, il a un babil, il nous offre un morceau de son gâteau, ben voilà, on est séduit. On se laisse séduire. Et une fois qu'on est séduit, il nous a transformés en bonne mère. Et à ce moment-là, la résilience, c'est du gâteau. Alors, or, un enfant sur 3 n'a pas acquis ce facteur de protection parce que sa mère est malade, parce qu'il y a eu une tragédie familiale, parce qu'il y a eu une maladie, parce qu'il y a la précarité sociale, parce que les parents ne savent pas comment manger et où dormir le soir. Donc les parents sont insécurisants, pas à cause d'eux, mais à cause du malheur social. À cause de la précarité sociale, les parents sont trop malheureux pour être sécurisants. Du coup, les enfants ne sont pas sécurisés. Et ces enfants-là, quand on les met en présence de l'adulte silencieux et sévère, les enfants ont peur de l'adulte et ils se mettent en périphérie. Ils évitent le regard, ils augmentent les activités autocentrées, ils ne transforment pas l'adulte en bonne mère et ils restent insécurisés.
on a raté un facteur de résilience. Et parce qu'on n'a pas compris qu'il fallait ou bien aider les parents, ou bien trouver un substitut parental pour sécuriser les enfants. C'est faisable, on ne l'avait pas compris, ou on ne l'avait pas vu. On a eu tort. Maintenant, on sait ce qu'il faut faire. On peut sécuriser la mère, parce que son mari est violent, le séparer, parce que la mère est malheureuse, parce qu'il y a la guerre, parce que la vie est difficile. On sait ce qu'il faut faire. Ce n'est pas toujours facile à faire, mais on sait ce qu'il faut faire. Alors, on voit maintenant que c'est important d'agir sur le foyer. Or, les mères ont un privilège affectif. C'est-à-dire qu'en Suède, j'ai travaillé en Suède, et il y a quelques semaines, j'étais à Helsinki, où il y avait moins 25 degrés à Helsinki. Moins 25. Et il y a une ambiance chaleureuse. Peut-être parce qu'il fait moins 25, les gens sourient tout le temps, les gens se parlent gentiment, les enfants, il n'y a pas un cri dans les écoles, les gens jouent, sourient, c'est paisible parce que les enfants sont ralentis. Ils sont sécurisés, ils n'ont pas peur des adultes, ils jouent tout le temps, et quand quelque chose ne va pas, ils savent s'exprimer, ils savent le dire. Et il y a une ambiance chaleureuse dans un pays où il fait moins 25 degrés au-dessous de zéro. Expliquez-moi comment c'est possible, ça. C'est-à-dire que la culture des pays d'Europe du Nord, inspirée par les théories de l'attachement, a fait des réformes éducatives inspirées par les théories de l'attachement, et ils ont évalué les résultats, parce que c'est quand même des régimes où ça coûte cher de créer des métiers de la petite enfance, ça coûte cher de former les gens à l'attachement, c'est une formation. Et j'ai lu il n'y a pas longtemps en Norvège, parce qu'ils sont quand même de culture américaine de plus en plus, hein, c'est des Nord-Européens, mais ils sont quand même de plus en plus de culture américaine. Donc s'ils donnent de l'argent, ben, il faut savoir ce que ça rapporte ensuite. Hein. Et ils ont fait, à propos des enfants, de leurs enfants, ils ont fait une évaluation financière de retour sur investissement. Alors ça, c'est peut-être un peu cynique quand on parle d'éducation, n'empêche qu'ils disent bien élever un enfant, développer l'attachement confiant chez un enfant, c'est une bonne affaire financière. C'est-à-dire, c'est cynique, mais je crois que c'est vrai. Alors, on a travaillé sur des jeunes mères qui avaient été très agressées dans leur enfance, des mères victimes d'inceste dans leur enfance. Et ces mères avaient ensuite eu un enfant avec un homme qu'elles avaient choisi. Et je leur avais, avec des gens de mon équipe, je leur avais demandé l'autorisation de filmer la première interaction de la jeune maman avec son bébé. Elles ont toutes refusé d'être filmées, mais donc on n'a pas filmé, mais elles ont accepté qu'on soit là, présent, et qu'on observe sans filmer. Ce qu'on a fait. C'est une petite population, parce que ça a été difficile à trouver, mais on a trouvé 12 jeunes mères qui avaient été victimes d'inceste dans leur enfance et qui devenaient mères souhaitées, volontaires, à l'âge de 18, 20 ans, 22 ans. Or, toutes ces jeunes mamans avaient peur du bébé qu'elles venaient de mettre au monde. Et elles étaient évitantes, distantes, raides. Et quand on parlait avec elles, on leur disait « mais on a l'impression que vous avez peur du bébé ». Et elles disaient « oui, c'est vrai, j'ai peur du bébé ». Il venait de naître. Et quand on leur parlait avec elles et qu'on leur disait « mais comment peut-on expliquer qu'on a peur d'un bébé ?» Toutes nous répondaient « si c'est un garçon, il sera un violeur. Si c'est une fille, elle sera violée. » C'est-à-dire que ce qui était inscrit dans leur mémoire à cause du malheur de leur enfance, lorsqu'elles percevaient le bébé, évoquait le traumatisme passé, parce que personne n'avait aidé ces jeunes mamans. Or, dès l'instant où les gens avec qui je travaillais, non verbalement, mettaient la main sur l'épaule,
ou prenait le bras de la jeune maman. Elle était sécurisée par l'éducateur qu'elle connaissait ou l'éducatrice qu'elle connaissait. Dès que la mère était sécurisée, elle éprouvait le plaisir d'explorer son bébé et de jouer avec son bébé. Elle était réchauffée en 30 secondes par la présence sécurisante d'un éducateur. Quand c'est comme ça, c'est facile de déclencher un processus de résilience. Mais donc, il faut qu'on prenne conscience que c'est facile et qu'on prenne les décisions politiques et éducatives pour renforcer ces facteurs de protection. Alors, on voit que l'école, quand je suis un enfant, j'ai 79 ans, je vais bientôt faire mon adolescence, mais je suis un enfant d'émigrés, et l'école, en France, quand j'étais enfant, c'est un facteur d'intégration. Les Espagnols de la guerre civile ont d'abord été mal accueillis en France, ils ont été mis dans des camps, gardés par les gendarmes français, et puis ensuite ils ont été bien accueillis par la France. Mais dans un premier temps, ils ont été mal accueillis. Les Juifs d'Europe centrale ont tous été tués, pratiquement tous été tués pendant la guerre par le gouvernement du maréchal Pétain. Et après la guerre, l'école a été un facteur d'intégration. Là, tous ces enfants d'immigrés ont été heureux à l'école, ils ont été bons élèves et tous se sont intégrés, les Espagnols, les Italiens, les Juifs d'Europe centrale ont été bons élèves parce que l'école, c'était le lieu de l'intégration, c'était le lieu de la gentillesse, c'était le lieu où on parlait gentiment et où on apprenait des choses intéressantes. Ce n'est plus le cas en France aujourd'hui. C'est-à-dire que quand j'étais étudiant en médecine, les enfants de pauvres représentaient à peu près 11 à 13% selon les facultés. Vous savez combien il y a d'enfants de pauvres aujourd'hui dans les facultés de médecine en France ? 1%. C'est-à-dire que l'école devient le facteur qui répète les inégalités et qui les entretient, alors qu'il y a une génération, l'école combattait les inégalités. Il y avait des inégalités, mais moins qu'aujourd'hui. Donc là, l'école a besoin de faire une réforme, ou alors on massacre les pauvres. Ça peut être aussi une politique. Il y a beaucoup de pays qui ont décidé cette politique. Alors on massacre les pauvres, et tant pis pour eux, ils vont rester pauvres toute leur vie, et la pauvreté se transmet à travers les générations. Il y a des politiques qui sont faites comme ça. Mais c'est des politiques explosives, parce que les pauvres ne sont pas heureux, et à la moindre défaillance culturelle, il peut y avoir des graves explosions sociales. Ou bien on décide de faire des réformes éducatives, comme l'ont fait les pays d'Europe du Nord, comme le font les Brésiliens, comme ne le font pas les Coréens, comme ne le font pas les Japonais, alors que je rentre du Japon où l'école est une forme de maltraitance, ils le disent eux-mêmes, hein, ils me l'ont expliqué, eh bien là, il y a une bombe à retardement social qui est en train de se mettre en place parce qu'il y a une inégalité sociale. Les enfants de pauvres sont voués à rester pauvres et à vivre difficilement. Et ça pose un autre problème politique, c'est que plus on fait la sélection scolaire tôt, plus on renforce les inégalités sociales. Et on voit maintenant qu'il y a de plus en plus de passerelles dans les universités. Alors là, c'est une bonne réforme française. Et il y a beaucoup d'étudiants français qui viennent en Espagne faire leurs études dans le cadre d'Erasmus. Et ils sont heureux, et ils se plaisent en Espagne. Et alors que dans les universités françaises, maintenant, il commence à y avoir de plus en plus de passerelles, mais moins qu'aux États-Unis, moins qu'au Québec, ou au Québec, au Canada, par exemple, une infirmière peut devenir professeure d'université. J'en connais. En France, c'est impossible. Le barrage est impossible. Un éducateur peut devenir professeur d'université en Belgique, pas en France. Donc, il commence à y avoir des réformes éducatives pour l'école, pour l'université, et on peut les évaluer. Alors, l'idée que je propose, c'est que finalement, l'attachement, qui est un facteur de protection, la mentalisation, qui est un facteur de protection, on peut décider intentionnellement, politiquement,
de faire des politiques éducatives qui vont renforcer la protection et en cas de malheur, qui vont faciliter la résilience. Et si on ne le fait pas, eh bien on est responsable, on est coupable de ne pas l'avoir fait. Alors pour ça, il faut expliquer à nos politiciens, à nos décideurs. Alors j'ai fait partie en France de la commission Attali, et j'ai vu que vous l'aviez invité. Donc je connais rien. La commission Attali, c'était pour proposer des réformes au gouvernement de notre ancien président. Je connais rien en économie, et quand j'assistais aux réunions et que les économistes parlaient entre eux, je ne comprenais pas un mot de ce qu'ils disaient. Mais j'avais 3 rapports à faire. L'interaction précoce que je viens de vous résumer, le développement des neurosciences et la maladie d'Alzheimer qui est en train de se développer énormément. Et là, j'ai réussi à faire croire que j'avais 2 ou 3 connaissances. Et au moment où on a remis ce rapport à notre ancien président, il s'appelait Sarkozy, je ne sais pas s'il a été connu en Espagne, mais... Et pendant que j'ai parlé le premier, puisque je parlais des interactions précoces, et pendant que je faisais mon rapport, il était en train de tweeter et de faire ses messages. Donc j'en ai conclu que je l'ai moyennement intéressé. Et ensuite, il a été voir Jacques Attali et il lui a dit « Je ne comprends pas ce que les bébés ont à faire dans l'économie. » Parce que je n'ai pas eu le talent de le convaincre que c'est une bonne affaire de s'occuper des bébés, c'est une bonne affaire de protéger le couple parental, c'est une bonne affaire de... Un enfant malheureux, un enfant désocialisé va être malheureux, va rendre sa famille malheureuse et va coûter très cher à l'État. Un enfant sécurisé va être heureux à l'école, il va apprendre un métier, il va être heureux, mais il aura sa part de malheur dans la vie comme tout le monde, il aura ses coups, il résistera mieux et il redémarrera mieux après le malheur. Il rendra moins malheureux sa famille qui va le soutenir, il va s'en sortir, il va connaître un bon processus de résilience et ça coûtera moins cher à l'État. Alors voilà, j'ai pas réussi à convaincre Sarkozy qu'il fallait faire ça. S'il y a des gens dans la salle qui le connaissent, vous envoyez des lettres anonymes à Sarkozy pour que... Maintenant, c'est trop tard. Mais donc, alors, on voit que donc, ça ne veut pas dire que tout est réglé. Lorsque on reprend un bon développement résilient après une agonie traumatique, ça veut pas, on ne redevient pas comme avant. C'est pour ça que j'emploie jamais le mot guérison. D'abord parce que ces enfants, ces adultes traumatisés, ils ne sont pas malades, ils sont malheureux. Ils sont malheureux parce qu'il y a du malheur autour d'eux, parce qu'il y a du malheur en eux, ce n'est pas des malades. Donc j'emploie pas le mot guérison. Alors, mais même quand on les entoure bien, ils reprennent un bon développement, ils n'oublient jamais ce qui leur est arrivé. Mais ils ne se soumettent pas à la blessure. Ils savent qu'ils peuvent s'engager, ils peuvent témoigner, ils peuvent écrire, ils peuvent devenir artistes, ils peuvent rentrer dans une association. Ils ne sont plus passifs. Ils peuvent s'engager et participer à un processus de résilience. Et là, bien sûr, beaucoup de ces enfants traumatisés deviennent psychologues ou psychiatres ensuite, ce qui prouve quand même qu'il y a de graves séquelles. Mais ils ont fait quelque chose de leur blessure. Ils ne se sont pas soumis à la blessure. Ils n'ont pas oublié. Ils se sont engagés. Ils n'ont pas oublié. Ça veut dire quand même qu'il y a quand même toute notre vie, on a été sensibilisé. C'est quand même peut-être un facteur de vulnérabilité qui reste toute notre vie, mais on sait affronter. On n'est pas soumis. On peut écrire une pièce de théâtre, on peut rentrer dans une association, on peut ne pas se soumettre à sa blessure. Mais une trace de vulnérabilité fréquente, c'est que ces enfants deviennent psychologiquement mûrs, matures, trop tôt.
quand ils déclenchent, quand on les aide à déclencher un processus de résilience, souvent c'est des petits vieux. Et on voit par exemple en France, chez les Français d'origine maghrébine, qui ont sauvé la France, les Maghrébins ont libéré le sud de la France. Quand j'étais enfant, il y avait les spahis algériens et les spahis marocains, ils étaient merveilleux. Ils étaient blancs et verts. Ils ont remporté la bataille de Monte Cassino. Ils ont libéré Toulon. Ils ont libéré Marseille. Et on les vénérait. Et ensuite, ils ont été exploités par l'industrie française et par leurs familles algériennes parce qu'ils envoyaient tout leur argent en Algérie et ils vivaient comme des grands pauvres. Et quand leurs enfants sont arrivés en France, ces hommes-là, exploités par l'industrie française et par leur propre famille, étaient insécurisants pour leurs enfants, parce qu'ils ne parlaient pas français alors que ça faisait 30 ou 40 ans qu'ils étaient en France, parce qu'ils n'avaient fait que travailler et parce qu'ils n'avaient fait que donner tout ce qu'ils gagnaient à leur famille, à leurs femmes. Et la culture française, en les accueillant ainsi, en avait fait des parents insécurisants. Et on a le paradoxe de la deuxième génération que ne comprennent pas les Français, parce qu'ils disent on accueille la deuxième génération dans nos écoles, on leur donne des bourses, ce qui est vrai, et ils sont agressifs avec la France. Et c'est là qu'on trouve les indicateurs de mal-être, de non-résilience. Et c'est la deuxième génération qu'on le trouve. Parce que la première génération qu'on a exploitée n'a pas dit un mot. Ils ont souffert en silence. Ils n'ont pas dit un mot. On les a empêchés de déclencher un facteur de résilience qui aurait sécurisé leurs enfants, et il n'y aurait pas eu le paradoxe de la deuxième génération. Mais en massacrant ces hommes, en les exploitant, ils ne se sont pas plaints, ils ont souffert sans se rebeller, sans dire un mot. Ils sont devenus insécurisants pour leurs enfants, et c'est leurs enfants qui protestent. Donc il y a un contresens entre la culture française et les Français de deuxième génération d'origine maghrébine. Et on voit des petites filles de 10 ans qui, elles, parlent bien français, qui, elles, ont tout compris de l'école, des rituels, et c'est ces petites filles qui prennent en charge la famille, les parents, qui remplissent les papiers, qui vont chercher le petit frère à l'école, et c'est ces petites filles de 10 ans qui font tout. On les admire, on a tort. Elles ont 10 ans, elles doivent jouer et aller à l'école. C'est leur rôle social. Leur rôle à 10 ans, c'est pas de faire les papiers de papa et maman, c'est pas de prendre en charge papa et maman. À 10 ans, on joue et on va à l'école. Alors, on voit qu'il y a des contresens entre les cultures parce qu'on n'a pas assez travaillé les processus de résilience. Alors, je vais terminer en disant que maintenant, on a quitté la biologie, on a quitté l'affectivité et on va rentrer dans les récits. Et là, il y a la manière dont on parle du traumatisme peut être un facteur de résilience ou empêcher la résilience. Si, par exemple, si vous me faites taire, par exemple, les femmes violées, si les femmes ont été violées, c'est sûrement qu'elles ont provoqué le violeur. C'est un stéréotype scandaleux qu'on entend encore aujourd'hui. Et que les femmes agressées sexuellement, elles-mêmes prononcent parfois. Elles disent elles-mêmes, sans le faire exprès, j'ai dû le provoquer, parce qu'elles ont intériorisé le stéréotype de la culture. C'est un scandale. Parce que non seulement elles sont agressées sexuellement, mais elles sont rendues responsables de l'agression qu'elles ont subie. Comment voulez-vous qu'elles déclenchent un processus de résilience? On les fait taire et on les rend coupables, alors qu'elles sont victimes, et on les rend coupables. Donc on empêche la résilience avec cette phrase tragique. Il y a aussi une autre phrase tragique, c'est un enfant maltraité deviendra un parent maltraitant. C'est un crime. Cette phrase est un crime. D'abord parce que c'est faux. Quand on fait des études scientifiques avec des sociologues, avec des neurologues, on constate que dès qu'on sécurise les enfants maltraités, il recommence un processus d'abord neurologique de résilience, et si on leur donne la parole, et si on les soutient,
ils ne deviendront jamais des parents maltraitants. Et on le sait parce qu'on a fait des études longitudinales, des suivis sur des populations de 1000 enfants maltraités qui ont été suivis pendant 30 ans. D'abord, si on ne les suit pas, ils ont été maltraités, on les met dans des institutions et on ne s'occupe pas d'eux. 30% de ces enfants, en effet, deviennent des parents maltraitants. C'est 15 ou 20 fois plus que la population générale. C'est quand même 70% qui ne répètent pas la maltraitance, mais qui entendent le récit autour d'eux. Toi, tu as été un petit garçon maltraité, donc si par malheur tu te maries et si par malheur tu as des enfants, tu seras un père maltraitant comme ton propre père. J'ai suivi des petits patients qui pensaient au suicide. Je crois qu'il y a eu des suicides à cause de cette phrase. C'est cette phrase qui est une malédiction. Lorsque on a suivi ces enfants maltraités, durablement, très altérés, on les a suivis dans des institutions qui appliquaient les principes de la résilience. On travaille avec eux. On a fait un suivi avec l'aide de sociologues. On a fait un suivi pendant 30 ans. Vous savez combien d'enfants maltraités devenus pères ou mères, vous savez combien ont répété la maltraitance? 0. Aucun n'a répété la maltraitance. C'est-à-dire que ce qui provoquait la répétition de la maltraitance, c'était la malédiction des phrases et l'abandon des enfants maltraités. Dès qu'on les sécurisait, dès qu'on les éduquait et dès qu'on leur expliquait les principes de la résilience, aucun ne répétait la maltraitance. 0. Alors, donc, il y a des méthodes éducatives et il y a des manières de parler de la souffrance de ces enfants qui permet d'empêcher le processus de résilience ou de le faciliter. Si on dit il y a une malédiction, tu vas devenir un père maltraitant, ils ont peur de l'amour dont ils ont besoin. Et si par malheur ils tombent amoureux, ce qui peut arriver, si par malheur ils ont peur de l'amour, on a beaucoup parlé avec eux, ils ont un énorme besoin affectif et ils sont terrorisés par l'affectivité. Donc il leur arrive d'agresser le garçon ou la fille qu'ils aiment, ils sont ambivalents parce qu'ils ont un besoin, ils surinvestissent tellement l'affectivité qu'ils veulent des preuves d'amour. Alors ils agressent la jeune femme ou le jeune garçon qu'ils aiment pour que le garçon leur dise « tu m'agresses mais je t'aime quand même ». Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc ils se rendent encore plus malheureux. Psychologiquement, on peut agir, là, avec l'aide de psychologues, avec l'aide d'éducateurs, on peut leur expliquer que ce n'est pas une bonne méthode relationnelle. Donc on peut agir. On a un degré de liberté. Donc ces méthodes éducatives sont certainement plus déclenchent l'acquisition de facteurs et des processus de résilience certainement plus que les méthodes instructives. L'école croit qu'elle est trop instructive, alors qu'en fait, elle est bien plus éducative, à condition que l'art, la peinture, le théâtre, le sport entrent dans l'école en tant qu'éducation. Et quand j'étais à Helsinki, par moins 25 degrés au-dessous de zéro, il y avait parmi les fonctions éducatives, il y avait la cuisine. Parmi l'art, il y avait des cours de cuisine à l'école et les garçons faisaient des performances extraordinaires. Et les garçons et les filles cuisinaient et ils faisaient des concours de plats. Et en faisant des concours de cuisine, ensuite ils s'invitaient. Ils mettaient la table, c'était charmant et c'était bon. Et c'était des gosses qui avaient 13-14 ans. L'école avait une fonction éducative. Et dans la parité, hommes-femmes, ça jouait un rôle tout à fait important. C'est-à-dire qu'ils fabriquaient le plaisir ensemble et ils le partageaient. Je souligne le mot partager, parce que le deuxième récit, c'est le récit partagé. Si vous me faites taire, il m'est arrivé un malheur, vous ne me croyez pas, ou j'ai été violé et vous me dites tu l'as bien cherché. Vous me rendez coupable, vous me rendez coupable du malheur qui m'est arrivé. Je me tais, je suis malheureux. Je répète, je rumine. Vous avez aggravé mon syndrome psychotraumatique.
vous avez empêché ma résilience. Si, au contraire, vous acceptez, vous m'invitez au partage verbal ou au partage émotionnel d'un plat cuisiné, d'un jeu, d'une pièce de théâtre, d'une expédition de tourisme, au partage verbal ou affectif. Je suis plus seul au monde. Vous me comprenez ou vous ne me comprenez pas, mais je vois que vous cherchez à me comprendre. Puisque vous me regardez quand je parle, vous hochez la tête quand je parle, elle sourit quand je parle, donc je vois bien qu'elle cherche à me comprendre. Donc, je suis plus seul au monde, puisque je vais travailler, je vais chercher à vous convaincre, vous dire ce qui se passe en moi. Je ne suis plus seul au monde, parce que sans dire un mot, elle m'a invité à la parole. Elle m'a soutenu. Merci. Elle m'a soutenu. Donc, dès l'instant où un récit est partagé, un processus de résilience se met en place. Il n'y aura qu'à travailler. Et ensuite, le dernier récit, c'est le récit culturel. Alors, on sait par exemple que en France, les Juifs survivants, après la persécution des Juifs d'Europe, ou sur un peuple de 9 millions d'habitants en Europe, 6 millions ont été tués en un peu plus de 2 ans. Pendant 40 ans, en France, il a été à peu près impossible d'en parler. C'est-à-dire qu'il y avait des récits publics, mais allez, c'est fini tout ça. La culture française a pratiqué le déni pour se soigner elle-même en faisant taire les survivants. Allez, c'est fini tout ça, allez, on parle d'autre chose. Parce que c'était désagréable de prendre conscience que la France avait collaboré, le gouvernement français avait collaboré avec les nazis. Le gouvernement de Vichy a collaboré. C'était un souvenir désagréable. De même que la guerre d'Algérie. En France, on a encore du mal à en parler. C'est encore difficile d'en parler. C'était pas une guerre, c'était une opération de police. 200 000 morts chez les Algériens, ça fait chiant pour une opération de police quand même. Donc, mais on ne pouvait pas en parler. Le déni protégeait la culture française et on ne pouvait pas parler de ça parce que c'est vrai que c'était difficile à dire. Donc le déni culturel a empêché le processus de résilience chez ceux qui ont fait la guerre d'Algérie ou sur les survivants juifs de la Shoah. Et on travaille avec des psychosociologues, j'ai fini, on travaille avec des psychosociologues qui montrent qui ont fait des enquêtes sur qui vous a aidé après votre malheur, votre traumatisme. Les médecins, les psychologues, 0,4%. Ce ne sont pas des tuteurs de résilience. Les prêtres, quelle que soit la religion, un peu plus. Les principaux facteurs de résilience, ça a été les éducateurs, les artistes et les sportifs. Et quand j'ai travaillé dans les favelas du Brésil, il y a des favelas de 200 000 habitants, j'ai une de mes élèves, Sandra Cabral, qui est devenue professeure à Rio de Janeiro, qui est une ville merveilleuse. Je suis amoureux de Rio, mais je suis aussi amoureux de Barcelone. Donc, mais Rio, c'est une ville merveilleuse. J'ai accompagné Sandra dans les favelas de 200 000 habitants. Avant, les gouvernements envoyaient la police et l'armée pour faire régner la paix. La fierté des garçons, plus que des filles, c'était de se battre et d'affronter la police. T'as vu comme j'ai été courageux, t'as vu ce que j'ai... Leur fierté, c'était de se bagarrer. Maintenant, ils ont changé de politique, ils envoient des footballeurs, des musiciens et des danseurs. Vous connaissez un petit garçon capable de résister à un footballeur? Moi, j'en connais pas. Le footballeur arrivé, tous les petits garçons arrivaient. Vous connaissez une fille capable de résister à un guitariste? Moi, j'en connais pas. Donc, et les enfants accourent quand ces éducateurs artistiques ou sportifs arrivent. Les enfants accourent pour parler. Et ensuite, une fois que le lien a commencé à être tissé, le sportif, l'éducateur dit: tu joues bien au football,
tu as bien appris la musique de Jean-Sébastien Bach. Ce que j'ai vu, les musiciens apprennent dans les favelas, ces gosses immensément pauvres, ils leur apprennent la musique de Jean-Sébastien Bach. Alors les enfants apprennent très vite, et puis bien sûr, ils transforment très vite. Jean-Sébastien Bach devient très vite un air de samba. Mais enfin, on est au Brésil, hein, donc et Jean-Sébastien Bach en samba, c'est très beau, c'est très très bien. Et ces enfants-là, 50% de ces enfants ont été scolarisés en moins de 5 ans de cette nouvelle politique éducative plus que instructive. Et les enfants, maintenant, vont à l'école au lieu d'éprouver la fierté de se battre contre la police ou contre l'armée. On a évalué. Donc voilà les quelques idées que je voulais vous proposer pour dire que finalement, on est responsable de ne pas appliquer les principes de la résilience, puisque maintenant, on sait ce qu'il faut faire. Il ne reste plus qu'à convaincre les décideurs politiques de nous aider à le faire. Parfois, il faut l'aide des psychologues ou des psychiatres, parfois. C'est la minorité des cas. Dans la majorité des cas, ce sont les éducateurs, les artistes et les sportifs. Par exemple, il y a de plus en plus d'institutions en France qui ne psychologisent pas ces enfants, qui ne les psychiatrisent pas, mais parfois il y a des accidents, il faut un psychiatre, il faut un psychologue, c'est la minorité des cas. Dans la majorité des cas, ce sont des artistes et des éducateurs qui jouent un rôle majeur. Il y a maintenant des institutions qui mettent le théâtre ou l'écriture au programme de l'éducation. C'est-à-dire que toi, enfant maltraité, ne me parle pas de toi, je ne veux pas savoir. Tu vas simplement inventer, tu vas écrire une pièce de théâtre qu'on va jouer. Mais bien sûr, on ne parle pas de toi, c'est bien sûr. Et l'enfant va écrire, il va faire de son héros de la pièce de théâtre qu'il invente, et le héros va être son porte-parole. Et il va faire dire au héros de la pièce de théâtre ce qu'il n'a pas la force ou ce qu'il ne veut pas dire. Et le détour par la création artistique va lui permettre de s'exprimer. Et un jour, il va pouvoir dire ce héros de cette pièce de théâtre est mon porte-parole. C'est à moi que c'est arrivé. Mais pour ça, il faudrait qu'on ne le brutalise pas. Et la créativité artistique, l'écriture, le jeu de la pièce de théâtre lui donne la parole, crée un lieu de parole, lui permet de s'exprimer, et il dira je quand il le décidera, quand il voudra. On ne le force pas à dire je. Si tu veux pas dire je, tu dis pas je. Tu inventes une pièce de théâtre, mais un jour tu vas dire c'est mon histoire. J'ai écrit une autobiographie à la 3e personne parce que je n'avais pas la force de dire l'horreur qui m'est arrivée. C'était trop dur de le dire. Donc j'ai fait une pièce de théâtre et c'est le héros, c'est le comédien qui a été mon porte-parole. Et puis quand ces gens-là, ces enfants deviennent parents, il est très difficile de dire à nos propres enfants l'horreur de ce qu'on a subi. Et parce qu'il y a plusieurs mauvaises solutions. La première mauvaise solution, c'est de se taire. Et la deuxième mauvaise solution, c'est de parler. Alors comment on fait, docteur? C'est-à-dire que si on se tait, les enfants ressentent une angoisse. Maman, papa qui parlent toujours, pourquoi est-ce qu'elle se tait toujours quand je lui demande de parler de son propre père? Comment la mère pourrait-elle dire à sa fille « Ton grand-père que tu aimes tant, il m'a violée pendant des années quand j'avais ton âge ». Comment dire ça à sa fille? Comment le dire? Impossible. Parce que si cette mère le dit à sa fille, elle va transmettre l'horreur à sa propre fille. Donc elle va se taire. Et en se taisant, elle transmet une énigme, ou bien c'est l'énigme qui angoisse, je ne comprends pas ce qui se passe, pourquoi maman que j'aime tant, de temps en temps, elle me fait peur, ou bien c'est la contrainte à la créativité, et beaucoup d'enfants de parents traumatisés deviennent eux-mêmes
des créateurs artistiques, un très grand nombre. Parmi les écrivains, il y a un nombre très élevé d'orphelins, d'anciens orphelins. Mais enfin, ce n'est pas une méthode éducative. On ne peut pas provoquer l'orphelinage pour rendre les enfants écrivains. Mais ça veut dire qu'il y a donc une méthode éducative bien plus qu'instructive, et artistique bien plus qu'instructive. Et l'instruction viendra ensuite, parce que quand les enfants prennent confiance en eux, l'école devient un jeu, l'école devient le plaisir d'apprendre. Alors que quand les enfants n'ont pas confiance en eux, l'école leur fait peur. Il y a de plus en plus en France, il y a de plus en plus de phobies scolaires. Ce sont tous des attachements insécures, tous des attachements insécures. Ils ont peur de l'école, parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Et ils n'ont pas confiance en eux parce que leurs parents ont été malheureux par la guerre, par le traumatisme, par la maladie, par des tas de causes. La définition de la résilience, il n'y a pas plus simple. On reçoit un coup, un malheur de la vie, on est en agonie psychique. Et maintenant, la neuroscience montre que même quand le coup est psychologique, affectif, le cerveau est complètement désorganisé. Il ne traite plus les informations. Une émotion trop forte empêche le cerveau de bien fonctionner. Un cerveau qui fonctionne bien, si je parle, je consomme de l'énergie dans mon lobe temporal. Si je vous regarde, c'est mon lobe occipital. Si je m'apprête à vous répondre, c'est mon lobe frontal qui va se connecter à mon lobe temporal. Et on voit le cerveau, comment il fonctionne. Si je suis rendu KO, groggy, knock-out, par une nouvelle terrifiante, par une agression psychologique, mon cerveau ne fonctionne plus de la même manière. Mon cerveau est sidéré. Il est complètement déconnecté et les circuits ne se font plus. Je ne peux plus résoudre les informations, je ne comprends pas ce qui se passe. Je suis en agonie psychique. Alors, ou bien, selon les valeurs du contexte, on peut très bien dire, par exemple, quand Nabuchodonosor, que vous connaissez très bien, quand Nabuchodonosor, roi de Babylone, rentre de la guerre complètement déboussolé, il se prend pour un animal, l'interprétation dépend des stéréotypes de la culture. On dit, si le roi de Babylone se prend pour un animal, c'est que les ennemis lui ont envoyé un démon qui le possède. Si on vit dans une culture judéo-chrétienne comme au Moyen-Âge, c'est la culture du péché, la culture de la faute. Si Nabuchodonosor ou si mon voisin délire, pleure ou a des troubles du comportement, c'est parce que Dieu l'a puni. Plus il souffre, sa souffrance devient la preuve de l'importance de son péché. Donc il faut le punir et il faut aggraver sa souffrance. Si ma culture occidentale, grâce au triomphe de la technologie, pense que s'il souffre, c'est parce qu'une substance chimique s'est désorganisée dans son cerveau. Le traitement va être de donner la molécule chimique qui va réorganiser son cerveau. À chaque fois, on a interprété ce qu'on voyait en fonction des stéréotypes du contexte. Or, dans une démarche de la résilience, on essaye d'éviter ça, c'est-à-dire que comment faire si on laisse les gens seuls, beaucoup ne vont pas s'en sortir et beaucoup vont passer leur vie à souffrir et à avoir différentes formes de souffrance, dont le syndrome psychotraumatique est le plus classique, mais toutes les formes de souffrance se voient après un traumatisme. Si on applique les principes de la résilience, attachement, trauma, résilience, un grand nombre de ces traumatisés vont se remettre à vivre, comme je le disais tout à l'heure, bien, mais pas comme avant. Ce n'est pas une guérison, c'est une reprise de développement résilient. C'est bien, mais ce n'est pas comme avant. La mémoire du traumatisme reste gravée dans le cerveau et dans l'histoire, dans la mémoire de soi. Donc la définition de la résilience, elle est enfantine, c'est la reprise d'un nouveau développement
après une agonie psychique. La définition est très simple, ce qui est compliqué, c'est de découvrir les facteurs de résilience. Et là, il faut des scientifiques, des psychologues, des sociologues et des artistes pour travailler ensemble, pour essayer de mettre en place un système et non pas une cause qui provoque un effet. Si je lui donne un médicament, il va aller mieux. Il peut aller mieux s'il souffre moins, mais il n'est pas malade mental. C'est un malheur de la vie qu'il a sidéré, ce n'est pas une maladie mentale. Donc, on a des raisonnements abusifs parce qu'ils sont linéaires. Une cause provoque un effet. Et celui qui est la cause de ce genre de raisonnement absurde, c'est René Descartes. À mort René Descartes. Si vous le connaissez, insultez-le, dites-lui qu'il ne nous a pas rendu service. C'est-à-dire que ce n'est pas une cause qui provoque un effet, c'est une convergence de causes biologiques, affectives, émotionnelles, psychologiques, socio-culturelles, qui convergent pour aider un processus de résilience ou pour l'empêcher. Donc là, c'est pour ça qu'il faut agir, se mettre en équipe pour agir sur tous les stades du développement. Alors là, je réponds à la question suivante, c'est que les émotions, bien sûr, jouent un rôle préverbal fondamental parce que, même pour nous, adultes, avant de parler, on a une compréhension préverbale. Les mathématiciens, par exemple, comprennent avant d'analyser. Et je crois qu'en psychologie, on fait souvent la même chose. On a un instrument de mesure très fiable qui est là, le nez. C'est-à-dire qu'on mesure, mais pour mesurer avec le nez, il faut beaucoup avoir vécu avec les gens, il faut apprendre à mesurer, mais mon nez est préverbal. C'est-à-dire que je sens, tiens, cet enfant-là, il ne peut pas parler, on va d'abord le sécuriser. Une fois que son émotion sera régulée, petit à petit, on va lui faire un dessin. On ne va pas lui demander de parler de lui, c'est trop douloureux. On va lui demander de parler du dessin qu'il a fait. Ce que j'ai fait quand j'ai travaillé au Kosovo, au moment de la guerre du Kosovo, on ne faisait pas parler les enfants. On les faisait dessiner, on leur demandait de commenter leurs dessins. Quand j'ai travaillé au Congo avec les enfants soldats, alors là, ces enfants soldats, c'est des traumatismes incroyables. Et les enfants étaient tous très altérés, très altérés. Or, il y a toujours eu des enfants soldats dans toutes les guerres, et maintenant, il n'y en a jamais eu autant qu'aujourd'hui, où ces enfants sont envoyés se faire tuer en première ligne. Et il n'y en a jamais eu. Et ceux qui ne meurent pas sont très terriblement traumatisés. Et je disais aux gens de mon équipe, on ne pose pas une seule question. On raconte des histoires. Ou bien, alors moi je leur racontais la Seconde Guerre mondiale, ou je leur racontais la guerre du Liban. Et je leur disais, toi, dis-moi ce que tu penses de la Seconde Guerre mondiale, dis-moi ce que tu penses de ce film, dis-moi de ce que tu penses de mon témoignage sur les 16 ans de guerre civile au Liban. Et les enfants commentaient la guerre civile du Liban, disaient c'est bien, ce qui n'est pas bien. Et la plupart de ces enfants voulaient devenir psychologues, journalistes ou prêtres. Et beaucoup d'enfants disaient, ils sont chrétiens au Congo, pour une très forte majorité de chrétiens, et ils disaient, je ne me sens bien qu'à l'église. C'est respectable, s'ils se sentent bien à l'église, qu'il aille à l'église, c'est respectable. Mais il allait à l'église, il était bien dès qu'il entrait à l'église. C'était préverbal. Ensuite, quand il commente le dessin, ensuite, en vieillissant, quand il est apaisé émotionnellement, il devient capable de parler parce que la parole a une fonction bien plus affective qu'informative. C'est difficile de parler sans affecter les gens. C'est pour ça que quand vous invitez une femme au restaurant, c'est pas pour lui donner des glucides, des lipides et des protides. C'est pour parler avec elle, pour l'affecter. Et plus si affinité. Mais j'en dirai pas plus. C'est-à-dire.
Donc ça veut dire que la parole a une fonction affective à condition de, au préalable, réguler l'émotion de l'enfant. Au soutien, au sport, au sourire, comme vous l'avez dit, je suis là, on parlera quand tu voudras. On va parler du dessin, on va parler d'un film, d'un cinéma. Tu parles de ce que tu veux quand tu veux. C'est pour ça qu'il y a les recettes pour déclencher le processus de résilience, elles sont très différentes selon les stades du développement. C'est pour ça que dans le plan que je vous ai proposé, je suis parti d'abord de la biologie. La résilience neuronale du système nerveux est la plus facile à déclencher. Dès qu'un enfant est sécurisé, les neurones se remettent à fonctionner correctement. Les connexions neuronales se font la nuit même. Dès que l'enfant est sécurisé, les connexions neuronales se font préverbalement. Il est sécurisé. Les sécrétions des neurohormones se font le soir même, la nuit même. Dès qu'un enfant est en sécurité, il s'endort, il a confiance, il se repose, son cerveau stimule les hormones, il se réveille frais. Si un enfant ou un adulte est insécurisé, il a peur de s'endormir, il a des cauchemars, il se réveille fatigué, parce que la nuit n'a pas été réparatrice, parce qu'on ne l'a pas sécurisé, on l'a laissé tout seul. Donc à ce stade de la résilience, la solution, elle est déclencher un processus de résilience neuronale, c'est la plus facile à déclencher, surtout chez les enfants. En vieillissant, c'est plus difficile. Mais ça existe encore. Dans les maladies d'Alzheimer, on voit que les malades d'Alzheimer sécurisés ont beaucoup moins de troubles que les malades d'Alzheimer insécurisés. Donc ça existe encore chez les personnes âgées, mais bien sûr, c'est encore plus vif et intense chez les enfants. Mais ça existe toute la vie. Ensuite, on arrive à l'école. 2 enfants sur 3 aiment l'école. Ils vont aimer l'école toute leur vie. Or maintenant, quand j'étais enfant, on fabriquait du social avec notre corps. C'est-à-dire que les hommes travaillaient 15 heures par jour, 6 jours par semaine. Ils entraient dans les mines en rampant et ils travaillaient, les mineurs. Les mineurs étaient surtout polonais ou italiens, et les Espagnols étaient surtout maçons, et ils rentraient dans des boyaux, dans des mines, et ils travaillaient 15 heures par jour en train de piocher. Et quand ils rentraient chez eux, les femmes les servaient à table, et quand le charbon était tombé sur leur dos, ils avaient le dos coupé, balafré. Et les femmes les lavaient leur mari. Demandez à votre femme de vous laver quand vous rentrez au travail. Quand vous rentrez du travail, c'est votre affaire, hein, vous faites ce que vous voulez, hein, je veux pas. Donc, mais ça veut dire que les femmes servaient les maris à table, lavaient les maris et pensaient les coupures qui étaient dans le dos. Parce les hommes étaient payés, les femmes allaient chercher la paye tous les midis du lendemain. Et elles touchaient la paye quand les hommes avaient chargé 17 wagonnets de charbon. Si les hommes avaient mal au dos ou s'ils étaient infectés, ils ne chargeaient pas 17 wagonnets et on ne mangeait pas le soir même ou le lendemain soir. Donc, il faut bien... les femmes servaient les maris et lavaient les maris, mais ça n'a pas du tout la même signification que si aujourd'hui on faisait la même chose. Ça prendrait le contexte technologique ayant changé, ça prendrait une toute autre signification. À l'adolescence, là encore un facteur culturel. On arrive, les 2 âges du non, c'est la 3e année, où les mères disent au bébé « Viens ici, je suis pressé », et l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il part en courant. Parce que pour lui, c'est la première fois de sa vie qu'il peut devenir autonome. Donc il est fier de s'opposer à l'ordre de sa mère, sauf que la mère, elle, c'est une jeune adulte et qu'elle a besoin d'être au travail à 8h30, 9h. Donc il y a un contresens entre les générations. L'enfant est fier de devenir autonome grâce à sa mère, et sa mère le gronde « je vais être en retard à cause de toi ». Donc il y a un contresens affectueux entre les générations. Et il y a un autre contresens, c'est à l'adolescence, où un adolescent doit
quitter sa famille, parce qu'apparaît le désir sexuel, et là il faut quitter sa famille, et parce qu'apparaît le désir d'indépendance, apprendre un métier, et là aussi il faut quitter sa famille, parce que si on reste dans sa famille, on reste le petit. Donc il faut. Et là, la culture joue un rôle énorme. Et là, dans notre culture occidentale, il y a une énorme défaillance, c'est qu'on ne soutient plus l'autonomie et le départ des adolescents. Alors, les pays d'Europe du Nord le font un peu mieux. Ils ont organisé des années sabbatiques, c'est-à-dire que les associations trouvent des jobs, des boulots aux adolescents, beaucoup aux États-Unis, en France, en Espagne, et ils ont un petit job, ils ont une aide sociale, et ils ont une association qui les surveille en cas de malheur, en cas d'accident. Ils gagnent, ils sont fiers, ils ont appris une langue, ils ont gagné de l'argent. Les Israéliens font ça. Et quand ils reviennent, ils parlent une langue, ils sont fiers, ils ont gagné leur autonomie. Ce sont des étudiants étonnants. Ce sont des étudiants stupéfiants de gentillesse, de tranquillité, de rapidité d'esprit, parce qu'ils ont confiance en eux. Et on peut continuer, donc les déterminants de la résilience sont différents à chaque étape du développement biologique, affectif, psychologique, sociologique et culturel. C'est pour ça qu'il faut travailler en équipe et c'est pour ça qu'il faut condamner René Descartes. Actuellement, on vit dans une société qui ne responsabilise pas assez les enfants. C'est-à-dire qu'il y a deux mauvaises solutions. La première mauvaise solution, c'est l'abandon des enfants. Alors ça, on sait ce que ça donne. C'est la mort psychique, la mort du cerveau, et c'est le massacre des enfants. Mais ça ne veut pas dire que la surprotection soit une protection des enfants. La surprotection réalise un appauvrissement de la niche sensorielle qui entoure les enfants. L'abandon réalise un désert autour des enfants. On photographie les atrophies cérébrales provoquées par la carence affective. La surprotection réalise un appauvrissement de l'environnement des enfants qui altère aussi le cerveau et l'enfant apprend à devenir passif. Or, toutes les cultures ont inventé des rituels d'initiation, c'est-à-dire que progressivement, les enfants doivent apprendre l'autonomie. 3 ans, l'âge du non, l'école, arriver, le stress de l'école et le plaisir de l'école. Et on voit qu'à l'adolescence, les enfants érotisent, les adolescents érotisent la peur. Si vous ne me croyez pas, allez dans une fête foraine et il y a des grandes roues qui tournent très très vite et écoutez les cris des filles. Elles y vont, elles ont peur et c'est un événement extraordinaire. Si vous ne me croyez pas, allez voir les matchs de football où il y a des garçons qui vont se battre stupidement, pas pour le match de football, mais pour se mettre à l'épreuve. Parce que notre culture a supprimé les rituels d'accueil. Alors que dans toutes les autres cultures, il y a des rituels d'accueil qui ne sont pas des rituels sadiques. Ce sont des rituels d'accueil. Et la perversion, c'est justement d'en faire des rituels sadiques. Mais par exemple, en Afrique, il y a de très beaux films sur la chasse au lion, où les garçons, tu as 12 ans, 13 ans, tu es un enfant, tais-toi. Tu ne sais pas ce que tu dis, tu es trop jeune. Tu as 13-14 ans, tu n'es plus un enfant, tu n'es pas encore un homme. On va t'initier pour que tu deviennes un homme. On va t'emmener faire la chasse au lion, c'est très dangereux, c'est très grave, mais on ne va pas t'abandonner. On va t'apprendre les chants, les techniques de chasse, on va t'apprendre les rituels magiques qui vont te protéger, on va t'apprendre les prières qui vont te rendre plus fort que le lion. Et si tu exécutes bien ces rituels d'initiation, quand tu reviendras, tu seras un homme et là, on écoutera ta parole. Tu prendras ta place d'homme, de jeune adulte, et on écoutera ta parole. C'est un rituel d'accueil, c'est pas un rituel sadique. Mais ça fait peur à l'enfant. Mais après, il est fier d'avoir surmonté sa peur.
Notre culture a oublié ça, et les jeunes sont en train de le redécouvrir avec 2 mécanismes, ou 3. Le premier mécanisme, c'est que maintenant, il y a de plus en plus de jeunes qui, avant de faire des études, veulent, ou tout de suite après leurs études, veulent s'engager dans des organisations humanitaires. Et même en France, de plus en plus, ils payent pour aller travailler dans des organisations humanitaires. Ils sont mal logés, ils dorment mal, ils ont peur, ils peuvent attraper le paludisme, ils peuvent attraper la diarrhée des touristes, ils sont heureux et fiers d'eux parce qu'ils ont redécouvert un rituel d'initiation et quand ils rentrent, ils sont fiers d'eux, ils ont été utiles. Ils n'ont plus été passifs, c'est eux qui ont apporté quelque chose, ils ont donné quelque chose. Et il y a de plus en plus de pays qui aident un petit peu ces rituels d'initiation, qui sont des épreuves, mais qui n'abandonnent pas, comme pour la chasse au lion, on n'abandonne pas l'adolescent. On l'entoure dans son épreuve. Il est imprégné de culture dans son épreuve, il n'est pas abandonné. Et il revient très fier d'avoir surmonté l'épreuve. Alors, en France, il y a aussi maintenant un étonnant, une augmentation de désir d'entrer dans l'armée et dans la police par les filles. Les filles, maintenant, veulent de plus en plus s'engager dans l'armée et dans la police. Alors que quand j'ai fait mon service militaire, j'ai trouvé que c'était une institution d'une bêtise olympique, eh bien, parce que et maintenant, les jeunes font la queue, les filles surtout, à Toulon, on voit c'est un port de guerre, Toulon, il y a beaucoup de marins, il y a beaucoup de soldats, on voit les filles faire la queue pour devenir marins. Alors que, parce qu'elles se prouvent qu'elles sont les égales des hommes, elles gagnent leur parité de cette manière, et après avoir fait 1 an ou 2, ou parfois 3 ans de service militaire, elles sont fières d'elles, surtout que maintenant, dans le service militaire, en même temps qu'il y a les rituels militaires, on leur apprend des métiers techniques. Et les militaires sont très doués pour les métiers techniques, et ils forment d'excellents techniciens, si bien que très souvent les filles sortent d'engagement militaire, fières d'elles, égales des hommes, avec un métier technique. Et pourtant, on les réveille à 4 heures du matin pour prendre la garde, elles ne disent pas un mot. Elles se mettent au garde à vous pendant des heures, elles ne disent pas un mot. Elles marchent jusqu'à l'épuisement, elles ne se plaignent pas. On les torture, elles sont ravies. Elles sont ravies d'être torturées parce que c'est un rituel d'accueil. Elles gagnent leur fierté, elles gagnent l'égalité de cette manière. Alors, il est nécessaire d'agir sur la culture, avec des psychologues, avec des philosophes, avec des artistes, pour expliquer que la manière de parler du traumatisme peut, comme je le proposais tout à l'heure, peut déclencher, aider un processus de résilience ou l'empêcher. Alors, il est nécessaire, c'est pour ça que je n'emploie jamais le mot guérison, parce que ce n'est pas des malades, ce n'est pas des malades physiques, ce n'est pas des malades mentaux, ce sont des jeunes, des adultes qui ont eu un malheur dans la vie, une souffrance dans la vie. Et je n'emploie jamais non plus le mot victime, parce que le mot victime a une connotation judiciaire, et nous, on est dans l'aide. On n'est pas dans le jugement. On aide ces gens qui ont eu un malheur dans leur vie, et on les aide avec ce qu'on a compris parce que ça nous est arrivé, ce qu'on a compris parce qu'on l'a lu, parce qu'on a fait des formations, et on les aide. On est dans l'aide, on est dans la relation d'aide, on est dans la relation éducative, dans la relation stimulante. On n'est pas dans la maladie et on n'est pas dans le judiciaire, on n'est pas dans la vengeance, on n'est pas dans la punition. Il y a des juges pour ça, il y a des policiers pour ça, pas nous. Alors nous, on est dans la reconstruction, dans la résilience. Alors pour ce qui est de... Alors il y a des familles, par exemple... les pays d'Europe du Nord ont fait les réformes scolaires et éducatives et ont évalué les résultats. J'ai été invité à Brasilia, par le gouvernement fédéral du Brésil, qui va appliquer les mêmes méthodes que les pays norvégiens, suédois, danois, pour la petite enfance.
Et ils vont consacrer pratiquement tout le budget du pétrole brésilien, ont-ils dit, mais enfin c'est les hommes politiques qui ont dit ça, hein, alors faut... mais ils ont dit on va consacrer l'argent, 75% de l'argent du pétrole à la petite enfance. La population accepte. Savoir si les politiciens vont le faire, mais la population est prête à ce sacrifice bénéfique pour la petite enfance. Je rentre du Japon, les familles, les décideurs coréens, politiciens coréens du Sud et japonais, le prix humain des bons résultats scolaires est tellement énorme que les gouvernants, les politiciens japonais et coréens ont décidé de faire les mêmes réformes que les Européens du Nord. Et qui s'oppose à ces réformes? Les familles. Parce que les familles surinvestissent tellement l'école qu'elles veulent que les enfants aient des bons résultats dès l'âge de 4 ans, 5 ans. Donc ils font des heures de cours. J'ai vu des enfants s'endormir sur leur table, tellement ils avaient des heures de cours. Ils luttent contre le sommeil. Et ils sont malheureux, ils sont anxieux, ils jouent pas, ils sont brutalisés par l'école. Et les Japonais me disaient, cette école-là est une forme de maltraitance, alors que l'école finlandaise est un épanouissement. Donc, mais les familles coréennes et les familles japonaises s'opposent aux décisions politiques parce qu'ils veulent que les enfants réussissent. Et quand on a proposé en France de retarder la notation et de retarder l'entrée à l'école, on a eu toutes les familles françaises contre nous. Alors que c'est évalué scientifiquement, mais culturellement, c'est pas rentré dans les mœurs, et les familles françaises s'opposent à ce ralentissement du développement des enfants. Alors, pour ce qui est maintenant de l'EMDR, c'est vrai que beaucoup de gens qui travaillent sur le traumatisme aigu appliquent le MDR. J'en ai pas l'expérience, mais tous mes amis qui appliquent le MDR me disent qu'ils sont très étonnés par la rapidité des bons résultats. C'est-à-dire qu'ils ont déclenché le premier nœud de la résilience. Ils ont amélioré les gens qui sont moins prisonniers de l'horreur, qui se sentent mieux, et ensuite ils vont pouvoir travailler un processus de résilience. Mais c'est vrai que le MDR est un bon premier départ, un bon premier point pour déclencher un processus de résilience.